Bonjour à tous et bienvenue sur Bulle d'air numéro 14. Et oui, on est au mois d'avril. Et après le fameux lundi de Pâques. Donc les cloches sont passées, les œufs sont tombés et le mauvais temps est resté. Donc c'est toujours un peu problématique quand on va faire un bulle d'air extérieur. Donc aujourd'hui sur Bulle d'air numéro 14, on va parler d'un héros né en 1969 que beaucoup de notre génération connaissent, même très très bien, puisqu'il s'agit de lui, Rahan. Oh là là, Rahan, né en 69, apparu pour la première fois dans le premier PIF, je crois le 24 février 1969 si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être un bulle d'air spécial préhistoire en Île-de-France ou dans la région francilienne. Donc je reviens sur mes premiers amours, mon premier bulle d'air. Évidemment, je ne pouvais pas commencer ce bulle d'air sans vous faire voir ceci. Le dolmen de Janville-sur-Juine. Et oui, ce beau dolmen où j'ai fait ma toute première émission, mon tout premier bulle d'air pour ceux qui s'en souviennent. Ce dolmen qui a une particularité que peu de gens savent. Il y a des gravures sur le dôme du dolmen. Et oui, mais qui, avec l'érosion du temps, font qu'on ne les voit pas ou on ne les voit plus très bien. Alors pourquoi aussi on est à cet endroit près de Janville-sur-Juine? C'est pas parce que c'est pas seulement, je veux dire, excusez-moi, qu'une histoire de préhistoire. C'est aussi parce que l'un des papas de Rahan, à savoir monsieur Roger Lécureux, est enterré dans une commune à côté. Donc c'est une curiosité. Et mon rapport avec ce personnage, Rahan, évidemment, est lié à l'enfance. Il est lié à la nostalgie. J'ai découvert Rahan, comme beaucoup, j'imagine, d'entre nous, en album publié ou dans le journal Pif Gadget. Ce rapport-là que j'ai, c'est que pour moi, c'était un héros aussi important que l'était Tarzan, par exemple, ou Superman ou Spider-Man. Et ça m'a fait très bizarre d'apprendre qu'en fait Roger Lécureux avait vécu à côté de chez moi. Et je l'ai su qu'une fois qu'il était décédé. Donc c'est un petit peu une vidéo hommage que je lui rends, à lui et à André Chéret, bien sûr, son dessinateur qui est parti il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Et puis je sais que Jean-François Lécureux, son fils, reprend et continue l'aventure de Rahan. Il faut savoir que concernant Rahan, il y a eu deux dessins animés de faits seulement. Que Rahan est aussi en projet de film, et là j'ai peur, j'ai vraiment peur quand je vois qui va faire Rahan, ça m'inquiète un peu. Michael Youn, franchement, voilà quoi, c'est pas tellement l'envie que j'ai qu'on salisse un peu un personnage comme celui-là. Et voilà, et Rahan, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres Tarzanides? Rahan, finalement, est un héros classique. On le considère comme un Tarzanide, mais comme Tarzan, puisqu'il a les mêmes codes de graphique que lui, c'est-à-dire un slip en peau de bête, un couteau, un poignard pour se défendre, il se déplace de liane en liane, combat des bêtes sauvages. Voilà, ça c'est le classique avec Rahan. Mais lui, à la différence de Tarzan, c'est que Rahan, il est dans son jus, c'est-à-dire qu'il porte des vêtements contemporains de son époque. Et finalement, ce héros a plus de points communs avec MacGyver, par exemple, qu'avec un autre héros. Rahan est en fait un personnage humaniste qui est, il faut le reconnaître, contre l'obscurantisme, anti-religieux aussi, faut le dire. Il est aussi défend. C'est l'une des premières séries qui parle d'écologie, qui parle de racisme. C'est un héros où le sens d'observation de Rahan
l'amène à découvrir la nature, le monde et à inventer plein de choses ou à découvrir plein d'éléments qu'il va partager de manière humanisme avec les autres qui marchent debout comme lui. Donc, ce menu pour ce bulle d'air numéro 14, donc si nous allons découvrir quelques lieux, on va dire 2 lieux particulièrement où la préhistoire est très présente, je vais vous parler aussi de Rahan, très rapidement, surtout du top 10, ou ce que je considère comme mon top 10 des meilleures aventures de Rahan. Évidemment, c'est très personnel, ça ne veut pas dire que c'est les 10 meilleures histoires, c'est juste pour qu'on revienne dessus, que vous découvriez les épisodes si vous ne les connaissez pas, ou carrément que ça vous évoque une certaine nostalgie. Et d'un autre côté, dans notre balade bulle d'air, nous allons nous promener donc en région francilienne et je vais vous sensibiliser sur les abris ornés de la région de Fontainebleau. Alors il y en a beaucoup, j'en ai déjà fait voir dans un bulle d'air précédent, qui doit être le bulle d'air numéro 5 si je ne dis pas de bêtises, mais je vais vous en faire voir un qui est pas très loin de la Croix Saint-Jérôme, pas très loin, il faut dire qu'il y en a beaucoup par là-bas. Et je vais vous faire découvrir des gravures très anciennes, préhistoriques, et évidemment je vous expliquerai tout ça. Donc voilà pour commencer. Chez Vaillant, Rahan est paru dans le journal Pif Gadget de 1969 à 1992. Dans Rahan de 1971 à 1977 avec 27 numéros. Dans Rahan Nouvelle Collection de 1977 à 1984 avec 36 albums. À partir de 1984, dans le Rahan l'intégrale 42 numéros. Voilà pour la presse. En librairie, Rahan, les albums classiques de 1974 à 96 sur 24 albums et 4 livres de poche dans différentes collections. Aux éditions du Soleil, tout Rahan de 1996 à 1998 en 25 tomes et 3 hors-série et les tomes 26 à 28 de 2009 à 2011. De 1998 à 2018, la collection noire en 25 tomes, toujours aux éditions du Soleil. D'autres collections existent, comme Rahan en intégrale noir et blanc, toujours chez Soleil. Rahan a été publié dans différents pays européens, mais a eu un succès certain de l'autre côté du rideau de fer, notamment en Roumanie. Dans Rahan, la nouvelle collection, alors que la France s'est arrêtée au numéro 36. En Roumanie, la série s'arrêtera au numéro 56. Rahan, aujourd'hui, est publié en presse, entre autres, par Hachette. Notons aussi le retour du journal Pif. Enfin, Rahan, comme le journal Pif Gadget à l'époque, avait lui aussi son gadget thématiquement lié à l'univers de Rahan. Et hop, on a changé d'endroit. Téléportation, comme dirait l'autre. Et nous voici dans un autre endroit pour vous faire découvrir un site qui va être l'apothéose de cette visite. Donc je suis pas très loin de la Croix Saint-Jérôme. Si vous avez tous vu bulle d'air numéro 13, je vous invite à retourner sur la vidéo. Je suis donc bien au cul du chien, ou dans le massif des Trois Pignons. Et nous allons découvrir un abri orné. Mais revenons plutôt sur Rahan. Donc Rahan, certains d'entre vous doivent se demander, mais attends Planète, ta chaîne, c'est pas censé parler de fantastique et de science-fiction, alors pourquoi tu parles de Rahan puisque ces aventures se passent dans la préhistoire? Oui, mais voilà, c'est une préhistoire fantastique, réécrite, car notre ami Rahan croise des rescapés du Crétacé et du Jurassique qui ne devraient théoriquement pas être présents à son époque. Donc Rahan, c'est aussi tout un vocabulaire, ceux qui marchent debout, ou ceux qui marchent presque debout, ou les quatre mains. Alors ceux qui marchent debout, c'est les hommes, ceux qui marchent presque debout, ce sont les hominidés, comme les Homo erectus, Homo habilis, et les quatre mains sont les singes. Et vous avez les wampas comme le groupe de musique d'ailleurs. Les wampas, ce sont des chauves-souris ou des ptérodactyles. Et les gorak, qui sont en fait des smilodons, des tigres à dents de sabre. Voilà, donc
vous savez tout sur le vocabulaire de Rahan. On va pouvoir enchaîner sur le classement. Donc on commence par le numéro 10. 10e position, Le Peuple des Arbres, c'est donc le 23e récit dans l'ordre chronologique des aventures de Rahan. Donc là, une terrible éruption volcanique va provoquer un effroyable incendie dans cette forêt. Rahan va être poursuivi par les flammes, ainsi que par toutes les bêtes sauvages qui rentrent en panique pour fuir ce terrible incendie. Évidemment, il sera confronté à des prédateurs, et fera une rencontre plutôt étonnante avec un jeune quatre-mains dans lequel il va tenter de l'aider à s'enfuir des flammes, mais le jeune chimpanzé, dans la panique, créera énormément de problèmes à Rahan, qui sera obligé de le laisser une première fois pour sauver sa propre peau. Par la suite, le jeune chimpanzé sera barré par la rivière, par le fleuve, et Rahan va l'aider à traverser à la nage ce fleuve, malgré certaines difficultés, car le chimpanzé ne sait pas nager. De l'autre côté du rivage, des prédateurs terribles attendent Rahan et son jeune compagnon, et Rahan va être obligé de les affronter tour à tour pour sauver le chimpanzé. Et, par la suite, Rahan fera une terrible chute d'un arbre et sera sauvé par le chimpanzé cette fois-ci, qui appellera sa horde pour pouvoir le tirer en arrière afin d'éviter un terrible écrasement par un mammouth. À partir de là, les humains, l'humain et les chimpanzés se retrouvent associés pour se sortir de cet enfer. Rahan va consolider une corde grâce à des lianes et les aider à traverser un ravin, et c'est pour cette raison que les chimpanzés et Rahan vont s'en sortir de ce Capharnaüm. Voilà comment se termine ce récit, un récit dont je suis assez nostalgique. 9e récit de Rahan. 54e récit de Rahan, La Mère des Mers, qui fait référence à une divinité préhistorique assez connue, représentée souvent dans des sculptures. Rahan découvre 2 squelettes dans un ravin. Apparemment, 2 hommes se sont entretués. Puis par la suite rencontre un homme et une femme attachés sur un radeau et tente de les sauver des crocodiles, mais roule sur des bûches de bois, et ce qui lui servira plus tard. Là, il va réussir à les sauver avec un harpon fait de fortune, les ramener vers la berge et faire leur connaissance. Donc vous avez un chasseur à peau blanche du nom de Garak, et Ohana, une jeune femme à peau noire. Apparemment, le clan de Garak déteste les hommes ou les femmes qui ont la peau de couleur noire. Donc par la suite, Rahan va les aider à s'échapper et sera capturé par le clan de Garak, où le sorcier a réduit en esclavage des hommes à peau noire pour pousser une immense statue, un immense rocher de plusieurs tonnes qui représente la mère des mers, évidemment. Donc vous avez compris, il s'agit d'un récit qui traite de racisme avant tout. Rahan va réussir à trouver une astuce et défier le sorcier Baha en se rappelant des rondins de bois qui l'ont fait trébucher la première fois, et va mettre en place tout un système de rondins, et dit que s'il réussit à dresser la mère des mers d'ici 2 jours, il devra libérer tous les esclaves qu'il a fait. Ce qui évidemment, Rahan va réussir avec l'aide du clan, et vont réussir à dresser la mère des mers et chasser le sorcier. De là, on découvrira que les 2 chefs se sont affrontés, donc des 2 clans, et que ce sont les 2 squelettes. C'est là où Rahan va les amener dans le ravin et leur faire comprendre que même à travers la mort, les os sont de la même couleur. En numéro 8. 8e, La Grande Peur de Rahan, 119e aventure de Cheveux de Feu. Ah, Rahan et la mort. Voilà un sujet intéressant, souvent abordé dans les aventures de Rahan. Sans être psychanalyste, on peut facilement deviner que Rahan a une vraie phobie de la mort. Alors oui, la mort, nous sommes tous allergiques, mais chez Rahan, on peut très facilement parler de grande peur. D'ailleurs, l'un des albums marquants de Rahan est La Mort de Rahan.
Dans l'univers de Rahan, le territoire des morts porte le nom de territoire des ombres, et même si Rahan entretient un esprit cartésien, il reste assez agnostique sur le sujet. C'est même l'un des rares moments où Rahan peut perdre pied. Dans cette aventure, Rahan va descendre dans les tréfonds de la Terre qu'il croit être le territoire des ombres. Spéologue avant l'heure, Rahan, aidé de lianes et de torches, va découvrir un secret étrange dans ce gouffre qui donc peut bien se nourrir des offrandes faites par le clan qui vénère cette porte du territoire des ombres. Rahan, plus que jamais, va montrer un courage sans faille et découvrir un univers plus qu'étrange. Et puis on arrive au 7, au 7e récit, dans mes 7 favoris. 7e position, les Mangeurs d'Hommes. 56e récit de Rahan. Donc, pour la première fois, Rahan va être confronté à des cannibales, ou du moins une espèce humaine très proche de la nôtre, probablement des Néandertaliens. Rahan échoue sur un rivage exotique et se retrouve confronté face à une horde de mangeurs d'hommes. Des hommes qui mangent d'autres hommes. Le cannibalisme est traité aussi dans Rahan, pourtant un sujet ô combien tabou aussi. Donc Rahan va se faire capturer. En premier lieu, les mangeurs d'hommes veulent le manger et le dépecer, mais ils vont l'attacher à un arbre et découvrir qu'une tempête arrive, un raz-de-marée, un tsunami va s'abattre sur le rivage. Persuadés que le coutelas en ivoire de Rahan est responsable de ce chaos, ils vont laisser Rahan ici en offrande à l'océan. Rahan va réussir à se libérer, mais va être à nouveau capturé et mis dans un enclos avec d'autres chasseurs, d'autres guerriers. De là, Rahan, pour la première fois, va être confronté à un atroce dilemme, mais ça sera à vous de le découvrir. Et le 6e alors? C'est quoi le 6e? Je vous le demande. 6. Le territoire fantastique. 134e récit de Rahan. Comme avec la grande peur de Rahan, l'histoire du territoire fantastique nous entraîne au territoire des ombres, le royaume des morts. Eh oui, Rahan est mort. Voilà comment est posée l'histoire dès le début. Et il va découvrir un univers fantasmagorique, avec un serpent ailé, un dinosaure bicéphale, des lutins et toutes sortes de divinités. La mort de Rahan a fait beaucoup parler à l'époque dans un autre récit que je n'ai pas sélectionné. Le récit se terminait par un duel avec un sorcier qui finissait par tuer Rahan avec des flèches. Et l'histoire se terminait par le mot fin d'une manière implacable. La semaine suivante, nous découvrions la revanche de Rahan. Son retour... Alors Rahan n'était pas mort, mais drogué par le sorcier qui donna l'illusion du trépas de cheveux de feu. Encore une fois, Rahan explore ce vaste sujet qu'est la mort. Comme le clan du lac maudit, où Rahan se retrouve enfermé dans un cercueil et immergé dans un lac, voire le lagon de l'effroi, épisode 37. Donc, cet épisode, le territoire fantastique, aurait pu être une suite à la mort de Rahan. Mais cela ne va pas être le cas. Au moment où Rahan retrouve son père Krao, on découvre que Rahan a consommé des champignons hallucinogènes. Et voilà, là on passe au 5e, et le top 5, top 5 pour Rahan. 5e, la vallée des tourments. 80e récit de Rahan. La vallée des tourments est de mémoire le 2e récit long de Rahan après l'île des morts vivants. Rahan rencontre une vieille femme mourante qui cultive une céréale étrange pour en faire un aliment qu'il ne connaît pas. Peu de temps après sa mort, Rahan rencontre plusieurs immenses clans qui ont fusionné et qui partent en exode afin de trouver une terre promise suite aux prédictions hasardeuses d'un sorcier. Rahan tente de les convaincre que la direction qu'ils prennent est à coup sûr mortelle pour l'ensemble des clans. Ils décident de partir avec des éclaireurs afin de découvrir la terre promise. Bien évidemment, les dangers vont se multiplier et grâce à l'ingéniosité de Rahan, ils survivront pour découvrir qu'il n'y a pas de terre promise.
Les éclaireurs seront trahis par le sorcier, qui ne peut perdre la face devant eux. Mais là encore, la solidarité des éclaireurs va jouer un rôle prépondérant à leur survie. Mais s'il n'y a pas de terre promise, alors quelle est la morale de cette histoire ? Parfois, la terre promise, nous l'avons sous les yeux, sans le savoir, et grâce à la vieille femme mourante, Rahan a découvert le secret du pain, qui peut largement nourrir tous les clans. Les 4 fantastiques. Bon, je chante très mal, mais en tout cas, on passe au 4e meilleur récit, selon moi. 4e, le secret de l'enfance de Rahan. Il faut attendre le 60e récit de Rahan pour enfin connaître ses origines. On découvre dès le début que Rahan est orphelin. Ses parents génétiques sont morts en combattant des Gorak, traduction des tigres à dents de sabre. Il est recueilli par le chef de clan du Mont Bleu, Krao, qui arbore un collier de 5 griffes représentant les 5 valeurs du chasseur. Générosité, courage, ténacité, loyauté et sagesse. Élevé par la mère de Krao, Shao la douce, et par Krao lui-même, dans des valeurs humaines représentées par ce collier. Rahan, à la mort de sa grand-mère adoptive, apprend la vérité sur ses origines. Il n'est pas le fils de Krao et découvre qu'il est orphelin à cause des Gorak. Fou de chagrin et en volant 2 lances en silex, il décide de les affronter. Krao, inquiet de la disparition de son fils, part à sa recherche avec ses meilleurs chasseurs. Il trouve Rahan avec les 2 cadavres des Gorak. Mais voilà, le Mont Bleu, endormi jusqu'à présent, rentre dans une éruption violente, décimant tout le clan. Rahan survit sous un rocher et retrouve Krao, agonisant, qui lui confie son collier de griffes et lui faisant promettre de respecter les 5 valeurs du chasseur, et de ne pas vivre seul, loin de ceux qui marchent debout. Désormais seul, Rahan erre à travers différents territoires, tout en se forgeant une solide expérience en matière de survie. Par pure envie, Rahan va déroger aux règles de Krao et voler un coutelas en ivoire magnifique d'un chef de clan ennemi. Troisième, en 3. L'île des morts vivants. Tadam ! 79e aventure de Rahan. Rahan a souvent été confronté à ce qui semble être des phénomènes fantastiques ou paranormaux. Mais il a toujours fait face de manière froide et cartésienne à ce type de problème. Son sens de l'observation, son rationalisme et sa logique en viennent toujours à bout. Mais parfois, les faits dépassent en horreur ce qui semble être impossible. Rahan débarque sur une île mystérieuse. 2 clans s'opposent. Le clan du rivage et celui de la forêt. Pourtant, les 2 clans sont confrontés la nuit tombée à des morts vivants qui enlèvent des membres de leur tribu. Qui sont-ils ? Pourquoi les enlèvent-ils ? La découverte de Rahan après maintes péripéties va entrouvrir la porte de l'horreur. Ne serait-il pas question, encore une fois, de cannibalisme ? Tadam ! Dois-je dire quelque chose ? Le deuxième, qui est deuxième ? Le deuxième, c'est la lance magique. 61e récit. Sans nul doute le récit le plus spectaculaire de Rahan. Rahan a quelquefois été confronté à des survivants du Jurassique ou du Crétacé, mais de tous les dinosaures, celui que va affronter Rahan est le plus terrible et effrayant de tous. Rahan et les dinosaures, ce sont des rencontres très sporadiques. Wampas ou variété de ptérodactyle ou pteranodon, Diplodocus, Triceratops, des variations de Stégosaurus quadripède ou bipède, varans et tritons géants, élasmosaures, même d'autres créatures comme des pieuvres, méduses ou raies géantes. Là, il arrive sur un territoire où vit le dernier des T-Rex, rencontrant un clan terrorisé par le saurien qui vénère une mystérieuse lance magique. À chaque fois qu'un orage arrive, la lance s'électrise, et son contact, à ce moment-là, provoque la mort.
Si Raon a souvent échafaudé des pièges astucieux pour contrer ce type de monstre, il décide d'affronter le T-Rex avec la lance magique dans un combat à mort. Et le vainqueur est le numéro 1, car c'est au numéro 1 maintenant de nous dire ce qu'il vaut, hein. Voilà. Premier, oui. Le premier est le 73e récit de Raon et qui s'appelle L'œil bleu, probablement le récit le plus court d'ailleurs. Raon dit souvent dans ses aventures que ceux qui marchent debout ne doivent pas tuer ceux qui marchent debout. On entend par là que l'homme ne doit pas tuer un autre homme, et pourtant, voici l'histoire la plus troublante de notre héros aux cheveux de feu. Tunia assoit son autorité sur son clan par son adresse exceptionnelle qui serait due à son œil bleu. Raon, avec ses 2 yeux bleus, est meilleur que Tunia. Ce dernier, jaloux, condamne Raon à une mort lente, prisonnier d'une cavité dans la falaise. Après 3 saisons passées en captivité, Raon réussit à s'échapper. Un duel s'engage entre les 2 hommes. Raon tuera-t-il un homme pour la première fois ? Voilà, le top 10 est terminé. Bon, c'est mon propre classement, hein, ça veut rien dire. Hein. Vous en avez certainement un autre. Ça, je conçois et je le respecte. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'était surtout une manière de faire découvrir Raon. Je me suis dit, si on faisait un top 10, tiens, allez, on fait un top 10. C'est sympa, un top 10. Je crois que je vais peut-être faire pareil pour le prochain. Voilà, on y est sur le site. Enfin, on s'en approche. Alors, les abris ornés qu'on trouve à Fontainebleau. Il y a des gravures très anciennes qui ont à peu près 10 000 ans, entre 8 000 et 10 000 ans d'ancienneté. Il faut savoir que c'est un phénomène qu'on retrouve à peu près partout sur le massif de Fontainebleau et aussi dans la vallée de la Juine, la vallée de l'Essonne. Vous avez des roches rupestres qui ont été gravées de tout temps, à toute époque, c'est-à-dire de la préhistoire jusque sûrement au haut Moyen-Âge et même bien après. Alors il faut savoir que ces sites sont quand même protégés, il ne faut pas faire n'importe quoi dedans. Aujourd'hui, en plus, le tournage est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de monde, de touristes étrangers qui sont là pour faire de l'escalade, donc parce que c'est un grand site, gros spot d'escalade. Donc ils sont tous très très nombreux. J'espère qu'on va pas être dérangé pendant le tournage. Alors, toujours avec le panneau qui est à ma gauche, que vous pouvez voir, qui indique les recommandations à suivre. Et aussi qu'il ne faut pas rentrer avec ses vêtements pour frotter les gravures. Il faut en tout cas faire attention à ne pas allumer de bougies à l'intérieur, parce qu'on a des problèmes avec des gens qui font des messes noires dans ces endroits-là. L'utilité et le pourquoi du comment de ces roches, ça reste un mystère. Mais on commence à prendre conscience de l'importance historique et archéologique de ces sites, qui a été quand même sacrément ignoré pendant un paquet de temps. Même s'il y avait eu un recensement dans les années 70, on a vraiment ce côté où on s'y intéressait pas avant, quoi, vraiment pas. Hein. Alors voilà l'un des sites où il y a des gravures. Donc vous pouvez noter que les archéologues ont muré le mur pour pas qu'on puisse y accéder, ce qui est tout à fait logique parce qu'il faut protéger ce site. À l'intérieur de cet abri, vous avez, donc ça je vous le ferai voir sur un de mes livres que j'ai, vous avez la représentation d'un sexe féminin et à l'intérieur de la cuisse, vous avez la gravure d'un cheval style Lascaux, donc qui pose beaucoup de questions sur les échanges entre les régions et les connaissances en gravure d'hommes préhistoriques. Alors c'est très difficile au niveau de la lumière et de la luminosité. J'essaie de vous faire voir un peu les gravures à l'intérieur qu'on peut voir. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir un renne qui est gravé sur l'une des roches. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Celle que je vais vous faire voir est beaucoup plus aérée et beaucoup plus claire, donc vous pourrez
vous pourrez plus en profiter. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des striures, hein. Ce que ça veut dire, personne ne le sait, mais ça représente un peu des formes comme ceci, grillagées, des grilles, comme des grilles de mots croisés. Est-ce que c'est un calendrier? Est-ce que c'est un CV qui représente une personne en particulier? C'est difficile à dire. On peut voir aussi un peu plus haut, vous voyez, ces frottements qui ont été faits avec des outils. Et on peut supposer que peut-être qu'ils essayaient d'extraire de la poudre. Peut-être aussi, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y avait des couleurs aussi ornementales, mais avec le temps, et vu que c'est à l'air libre ou à l'extérieur, voilà. Et là, il y a ce qui est terrible, hein, c'est que parmi le milieu de ces gravures, on a malheureusement des gravures plus récentes qui viennent polluer ces gravures préhistoriques, quoi. C'est un peu triste de voir ça parce que c'est quand même notre patrimoine. Enfin bon, voilà. Bon, c'était pour vous faire voir ce site. Et là, vous pouvez voir des photos qui seront plus parlantes, hein, des quadrillages, donc toujours, je pense, au même endroit. Ensuite, vous allez voir le renne. Ça, c'est le renne qui est gravé. Et par la suite, vous allez voir l'origine du monde version néolithique, voilà, que vous pouvez voir ici. Et à l'intérieur de la contre-cuisse, si vous observez bien, vous voyez le postérieur d'un cheval que vous allez voir, voilà, de plus près ici, et qui serait typique de l'école de Lascaux. Voilà, le mystère de ces roches reste entier, complètement entier. bon voilà les amis, un bulle d'air qui vient de se terminer, bulle d'air 14. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Qu'est-ce que je veux dire? Abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir quand on s'abonne. Et puis je vous embrasse pour un bulle d'air numéro 15, où un personnage mythique revient. Donc n'oubliez pas, le Parigot, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Pardonne pour la vanne sur bulle d'air numéro 13. Bon, je sais, c'était pas très très drôle, mais franchement, c'était tentant quand même avec Pierre Palmade. Tu m'excuses, on finit sur un petit selfie quand même entre nous, histoire de dire que l'affaire est réglée. Quand même, mettre une applique au-dessus d'une baignoire, c'était quand même pas une super idée.